You will see feeling is understanding. Donc voici, pour en venir précisément au titre, la philosophie de Wim Hof. Parce que Wim Hof n'est pas un intellectuel, n'est pas un philosophe. Il n'est pas question de thèse. On parle ici de philosophie dans un sens moins strict. Non au sens académique, mais tout simplement pour signifier que Wim Hof incarne un système de pensée et de pratique plus ou moins cohérente, sans s'inscrire nécessairement de manière étroite dans une quelconque tradition philosophique au sens strict. Dans mon aventure, dans ma quête à en apprendre davantage sur le personnage de Wim, de l'analyser, j'ai tenté progressivement d'identifier et de dégager des éléments qui caractérisent, qui permettent de mieux saisir le personnage, qui à la fois, à mon avis, et c'est un peu ce que j'ai laissé entendre précédemment, qu'il incarne dans une certaine mesure des éléments de culture et de philosophie orientale traditionnelle, mais aussi l'influence de la culture occidentale pour la sensibilité qu'il entretient avec la science. Bref, une sorte de synthèse entre Orient et Occident. Ein Verletzter! Alarm! Alarm! Ouais, c'était une grossière dichotomie que je viens de faire. C'est pas mal une caricature entre Orient et Occident, je le consens, que je vais rectifier quelque chose. Premièrement, quand on parle de la science, c'est peut-être un peu aussi caricatural parce que dans les faits, il serait plus juste de parler des sciences et non de la science, parce que ça ne représente pas un tout méthodologiquement homogène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule méthode, dépendamment de quelle science on parle, quel phénomène est étudié. Et si on voulait faire vite en parlant des sciences, on pourrait probablement définir ça comme un milieu d'investigation et d'expérience structurée, systématisée rigoureusement, mais aussi et surtout dire que la science n'est pas fondamentalement occidentale. Dire le contraire relèverait de l'ignorance et même de racisme. Les contributions de l'Orient sont non négligeables et fondamentales en sciences. Toutefois, si j'ai fait cette caricature-là, c'est plus à une fin didactique. C'est plus facile d'aborder le sujet de cette manière-là, de dresser un portrait plus accessible de Wim Hof et des liens que je veux faire avec des concepts philosophiques. Je dirais que si ce genre de caricature-là est très séduisante, c'est probablement à cause de la position hégémonique de l'Occident, l'Occident étant en mesure de s'approprier davantage, de mettre de l'avant les sciences ou la science. En termes plus simples, à cause de sa position de pouvoir, l'Occident peut produire plus d'études sur une plus grande variété de phénomènes, de sujets, et en même temps de les faire connaître davantage, de faire connaître davantage ses résultats, ce qui finalement peut nous amener à faire ce genre de caricature. Bon, ok, voici ma rectification est faite là. Mais je comprends pas trop c'est quoi l'affaire avec le chien de prairie. Il me semble comme thématique visuelle, c'est plus de la glace, de la neige. Ouais, ben c'est ça, justement, on trouvait qu'il y avait trop de glace, trop de neige, c'est bleu, c'est froid. Fait que chien de prairie, c'est cute. Ça, c'est chaleureux, ça. C'est chaleureux. Ça ajoute un peu de chaleur à la capsule. Ouais. Bon, ok, un peu de chaleur, on peut pas être contre ça. Ok, donc voici, après tous ces détours et rectifications, je propose d'explorer les liens entre Wim Hof et des concepts de philosophie orientale. Ici, philosophie orientale vraiment au sens académique. Je vais partir des expressions qu'utilisent fréquemment des Icemen et qui le définissent. J'ai décidé de séparer les expressions en deux catégories distinctes qui permettent de bien cerner la dichotomie caricaturale dont j'ai fait mention précédemment entre philosophie orientale et culture occidentale et science. J'ajoute une troisième catégorie qui convient pas nécessairement aux deux autres, mais qui nous permettent toutefois de clarifier et d'approfondir les concepts et idées. Dans le premier tableau, on retrouve « feeling is understanding », donc « ressentir, c'est comprendre »,« follow the breath », suivre le souffle ou la respiration »,« the cold is merciless but righteous », le froid est sans merci mais juste. Dans le deuxième tableau, on retrouve « deep in the physiology », profondément dans la physiologie, « it's chemistry », c'est la chimie. Et finalement, dans le troisième tableau, le fameux F-word, « fate », au diable le destin. It's part of life and it's destiny and it is fate. Fuck fate and fuck destiny and all that. No. Ok, merci Wim. Il est vraiment partout. Et finalement, happiness, strength and health, qui peut se traduire en français comme bonheur, force et santé. Je vous amène maintenant à faire un petit saut dans la philosophie orientale traditionnelle.
plus précisément dans la tradition taoïste ou daoïste, qui a pris naissance entre le 6e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Parmi les figures de proue de ce courant de pensée, on retrouve Lao Tzu, Zhuangzi. Merci, messieurs, pour la présentation. Que l'on parle de taoïsme ou de daoïsme, les deux termes renvoient exactement à la même philosophie ou courant de pensée de la Chine traditionnelle. Toutefois, c'est le terme daoïsme qui est le terme le plus juste à utiliser selon les experts du domaine. Fait à noter très important, le daoïsme n'est pas la seule philosophie ou courant de pensée important de la Chine traditionnelle. On retrouve aussi le confucianisme et le bouddhisme. Mais en ce qui nous concerne, c'est avec le daoïsme qu'on pourra voir qu'il y a une certaine proximité avec les pratiques et attitudes qu'incarne Wim Hof. Le Tao, ou plus justement le Dao, signifie the way, ou en français, le chemin ou la voie, qui est un terme relativement large, mais qui peut être employé de manière plus précise, permettant de rendre compte de phénomènes plus particuliers. Par ailleurs, il est assez commun de rencontrer chez les daoïstes un discours qui réfère au Dao, au sens qu'il y a plusieurs Dao. Les experts qui se spécialisent sur le daoïsme s'entendent pour que l'univers daoïste se compose d'une triade cosmologique comprenant le Dao naturel, le Dao humain ou social et le grand Dao ou en anglais Great Dao. On entend ici par triade cosmologique, ça peut paraître un peu intimidant comme terminologie, mais ça veut tout simplement signifier que les penseurs taoïstes entrevoient le monde, l'univers au travers de ces trois grandes catégories de Dao ou du Dao. Le Dao naturel référerait à ce que l'on pourrait nommer aujourd'hui les lois naturelles, comme les lois de la physique. Ce sont des lois qui sont relativement stables, qui sont constantes, auxquelles les humains y sont nécessairement soumis. De son côté, le Dao humain ou le Dao social est susceptible au changement. Un peu comme l'être humain peut décider de prendre telle décision, de ne pas prendre d'autres décisions, de suivre le courant des choses ou d'y résister. Le grand Dao ou le Great Dao en anglais est l'origine de tout Dao. Ça représente l'essence de toute chose, de tout ce qui existe, et ce Dao a la spécificité d'être immuable, permanent. Dans l'univers daoïste, et par extension dans l'univers chinois, le Great Dao, le grand Dao, est associé au ciel. Autrement dit, on nomme souvent ce Dao le ciel. Malgré le fait qu'on fait ce découpage entre ces trois Dao, qu'on forme la triade des trois Dao, les daoïstes s'entendent pour parler d'un seul Dao, au sens que tous ces éléments sont liés les uns les autres, sont entrelacés, et que ce découpage n'est qu'une construction humaine ou une manière que les humains ont pour faciliter la compréhension du monde et de l'univers et constitue une sorte d'outil pour guider sa vie. J'ai utilisé une formule un peu trompeuse en disant que les daoïstes s'entendent. C'est un peu trompeur au sens que les penseurs du daoïsme, premièrement, ne se considéraient pas daoïstes parce que le daoïsme est une construction a posteriori, au sens où le daoïsme est le résultat d'un travail de regroupement fait par des auteurs et des intellectuels qui ont succédé à ceux que l'on nomme les pères fondateurs du daoïsme. Je tiens aussi à dire que, comme les experts le mentionnent, le daoïsme, bien qu'on peut en parler de manière à donner l'impression que tout est systématisé, c'est un courant de pensée qui est assez éclectique, qui comprend un large éventail de sagesse, de pensées qui sont plus ou moins homogènes ensemble et qui reste un défi à circonscrire de manière à éviter toute ambiguïté. Dans les textes fondateurs, que ce soit le Dao De Jing, que l'on attribue à Lao Tzu, ou le Zhuangzi associé à Zhuangzi, représentent difficilement des textes où l'on retrouve une pensée systématisée, rigoureusement délimitée. D'ailleurs, au sujet de Lao Tzu, il est communément établi qu'il s'agit beaucoup plus d'une figure mythique que d'un personnage historique. On pourrait très bien considérer que Lao Tzu représente en fait plusieurs individus, plusieurs auteurs différents auxquels on leur a attribué le même nom parce qu'il y avait une certaine convergence de leur discours. Oh, ton bonhomme, là, le chinois, là, Lao Tzu, en tout cas, le dernier t'as parlé, là, il fait penser à Monsieur Miyagi. Ok, ouais, dans Karate Kid, ouais, peut-être, je sais pas, je sais pas quoi répondre.
Moi, j'aime ça, le karaté, j'en ai fait quand j'étais jeune. D'accord. Ça vous dérange pas, je vais juste poursuivre. Ouais. Ah ouais. Donc, ayant fait cette petite mise en contexte sur la philosophie orientale chinoise traditionnelle, j'aimerais maintenant attirer votre attention sur un concept bien particulier et très important dans le courant de pensée taoïste. Je parle ici du concept de Wu Wei, qui pourrait se traduire comme le non-agir, et en anglais le non-deeming action. Le concept de Wu Wei ou le non-agir a quelque chose d'un peu paradoxal. Et contrairement à ce que ça peut suggérer, ce n'est pas une sorte d'apologie de la passivité ou une sorte de manière de valoriser la paresse. Ça représente plutôt une sorte d'attitude, une disposition qui est le résultat d'un entraînement ou d'accumulation d'une expérience particulière. Une disposition, une attitude qui permet de faire sans toutefois faire. On voit ici l'aspect paradoxal. C'est clairement une affaire de hippie, ça là. Ouais, des hippies chinois, là. C'est pas totalement fou. En fait, il y a probablement certains éléments qu'on peut retrouver dans la culture hippie. Sûrement des parallèles à faire, mais bon, je vais essayer de rendre ça un peu plus clair avec des exemples. Au fond, le Wu Wei, ça vise à décrire un phénomène ou une expérience qu'à peu près tout le monde a déjà vécu d'une manière ou d'une autre, sans nécessairement le vouloir, sans nécessairement que ça soit une démarche consciente. Pour tenter de mieux comprendre, d'illustrer ça, on peut se référer aux images que vous voyez en ce moment de l'homme qui fait du tai chi. C'est un exemple probant de mouvement qui se fait avec aisance. Dans ce genre de pratique, il y a définitivement un accent qui est mis sur l'élégance, la fluidité des mouvements. Toutefois, pour vraiment saisir ce que représente le Wu Wei, il ne faut pas seulement en rester à cette apparence, cette image d'aisance, parce qu'on pourrait très bien s'imaginer que l'homme en ce moment souffre énormément à l'intérieur, ou que cette journée particulière où il a effectué cette routine particulière, son expérience à lui représentait un effort considérable. Ça nous permet donc de distinguer l'apparence d'aisance et une aisance réelle, une aisance qui est vécue. Qu'on parle d'apparence d'aisance ou d'aisance réelle, dans les deux cas, on vise l'aisance. On vise à la ressentir. Le concept de Wu Wei vise précisément à décrire le sentiment d'aisance qu'on peut avoir lors d'une activité. L'idée derrière le non-agir, c'est justement de développer notre capacité à atteindre cet état. Et ici, on revient rapidement sur notre exemple de l'homme qui pratique le tai chi, même si ce dernier ne ressent pas l'aisance ou le sentiment de facilité à exécuter ses mouvements, il n'en demeure pas moins qu'il a l'attitude juste ou un comportement juste si son objectif est ultimement de favoriser ce sentiment d'aisance qu'il peut avoir avec le tai chi. Toutefois, il ne faut pas se tromper sur le Wu Wei encore si on vient à notre distinction entre apparence d'aisance et aisance réelle vécue. La distinction est non négligeable parce qu'il est tout à fait possible de s'imaginer et de vivre soi-même un sentiment d'aisance dans une activité qui n'a absolument aucunement l'apparence d'aisance ou de fluidité, de mouvement qu'on peut retrouver dans le tai chi. Par exemple, un coureur ou une coureuse, un cycliste ou une cycliste peut très bien pédaler ou courir à une vitesse relativement élevée, mais avec une certaine expérience, avec une certaine forme physique. Les sportifs en question peuvent très bien ressentir un sentiment, une facilité à exécuter des mouvements qui, en apparence, sont très exigeants. Cela dit, il n'est aucunement nécessaire d'être un sportif d'expérience pour avoir ce genre de vécu dans une activité physique. On peut très bien s'imaginer quelqu'un qui décide de faire une longue promenade lors d'une belle journée ensoleillée et n'a pas l'impression de fournir un effort. Pourtant, la personne se déplace sur une longue distance, brûle des calories, transpire. Bref, la scène illustre une personne en mouvement, une personne qui est active. Dans un tout autre registre, on peut terminer avec un dernier exemple pour mieux comprendre le concept de Wu Wei, celui de l'artiste. Par exemple, un peintre qui, dans un élan de créativité ou avec une certaine expérience, a la capacité de créer une œuvre avec aisance. Il connaît bien ses outils créatifs, son pinceau, sa capacité à mélanger avec justesse ses couleurs, est en mesure de reproduire les textures désirées. Bref, il se meut, il navigue dans un espace où ses repères sont bien identifiés.
Un espace qui lui est très certainement familier. Un espace qui lui permet très justement d'incarner l'attitude du Wu-Wei. Oh, c'était beau ça, c'était une belle petite gradation. Ah ben merci, mais je dois avouer que c'était quand même pas spontané, je l'ai un peu travaillé. Oh, Ouais. Bon, j'avais dit que c'était mon dernier exemple. En fait, c'était mon dernier exemple, mais je pouvais pas m'empêcher de passer à côté d'un exemple ou d'une analogie classique qu'on retrouve dans la tradition chinoise qui nous intéresse. Comme un poisson dans le Dao. C'est le titre qu'on retrouve à l'intérieur d'un chapitre du livre de Han Sheng sur l'histoire de la pensée chinoise. Cette petite section d'un chapitre vise à nous expliquer une très simple analogie qui, d'une part, nous informe sur ce qu'est le Dao et, d'un autre part, de manière plus implicite, ce qu'est le non-agir ou le Wu-Wei. En fait, comme un poisson dans le Dao, c'est l'analogie où le Dao est représenté par le courant d'une rivière. Et les poissons ou le poisson représente en quelque sorte l'humanité qui a le pouvoir de résister, de se laisser aller complètement dans le courant, de résister partiellement au courant, de naviguer entre la résistance et l'abandon. Bref, une certaine manière d'exprimer la liberté qu'a l'humain ou le libre arbitre que possède l'humain, d'orienter sa vie comme elle l'entend. Le Dao, lui, comme le courant du ruisseau, suit son cours de manière immuable, ne va jamais être perturbé, se meut d'une manière tout à fait naturelle et sans entrave et de manière permanente. Dans cet exemple bien précis, le Wu-Wei est l'attitude, la capacité de s'imprégner, d'épouser le mouvement du Dao. Avoir ce genre d'attitude implique de manière concrète pour l'être humain de ne pas se soumettre à certaines institutions, à certaines limites du langage, à certaines normes sociales, politiques qui viendraient obstruer ce mouvement naturel qui prendrait origine ultimement dans le Dao. J'ai absolument aucune prétention d'être un expert sur le daoïsme. Je vais un peu m'avancer ici. Je pense pas que ce genre d'attitude représente et peut représenter une norme au sens où c'est pratiquement impossible de toujours agir de la sorte de manière fluide, de manière harmonieuse, sans avoir l'impression de fournir un quelconque effort. Il semble beaucoup plus raisonnable de croire que de développer cette attitude particulière représente un idéal à viser, une attitude à développer et à entraîner, avec laquelle on peut aborder différentes activités, avec laquelle on peut décider d'aborder toutes sortes de situations, de vivre toutes sortes d'événements. Cette manière d'aborder ou d'épouser le Dao est fortement associée à Chuang-Tzu. Ce qui est intéressant de noter, par contre, c'est que c'est pas tous les penseurs ou les sages chinois de l'Antiquité qui suggéraient, qui enseignaient, qui appréhendaient le Dao de cette manière. L'exemple probablement le plus probant, c'est Confucius, qui a précédé Chuang-Tzu et le taoïsme. Confucius, qui très certainement incarnait une forme de conservatisme, suggérait une vie en harmonie avec le Dao, mais d'une manière beaucoup plus, ce qu'on pourrait dire, cérébrale, ou relève beaucoup plus d'un savoir encyclopédique, avec des mots, avec une littérature, avec un discours, avec des rituels, des traditions, par opposition à Chuang-Tzu, où c'est l'expérience subjective, le ressenti qui est mis de l'avant, qui est central, qui est irremplaçable. Au risque de me faire taper sur les doigts par des gens qui ont plus d'expertise sur le taoïsme et la sagesse confucéenne, on peut probablement dire que du côté de Confucius, appréhender le Dao relève plus d'une activité cognitive et culturelle, et que du côté de Chuang-Tzu, c'est le développement d'une certaine acuité qui vient de l'expérience, qui vient du vécu, permettant ainsi de guider nos actions et conséquemment de suivre la voie. Donc voici, la table est maintenant mise. Les petits pois sont servis. Et les patates sont cuites. Les napperons sont placés. Les drinks sont servis. Là. Absolument, absolument. Bon, c'est pas totalement ça l'expression, là. On n'avait pas besoin d'aller jusque-là, mais on a compris l'idée, là.